Que je prendrai ce soir, c'est de poser la question, grosse question, de savoir si la philosophie répond, voire répond encore, aux grandes questions que soulève la vie, à savoir, je sais pas, le deuil, la perte d'un être cher, les accidents qui mettent notre vie en l'air alors qu'on a passé des années et des années à construire quelque chose qui nous semble solide. Est-ce que la philosophie donne des réponses à tout cela, donne encore des réponses à tout cela? Et est-ce qu'au-delà des questions individuelles que soulève la vie, la philosophie arrive aussi toujours à donner des réponses pour la vie de l'homme dans la cité? On sait qu'il y a des troubles extrêmes dans la cité, dans l'espace public actuellement. Hein. On est tous au courant de tous les débats qu'il y a au sujet des banlieues, des radicalisations, etc. Et donc voilà, est-ce qu'on trouve dans la philosophie des réponses aux grandes questions actuelles que l'on se pose, qu'elles soient personnelles, très intimes, qu'elles aillent au fond de l'être et de nos vies dans ce qu'elles ont de plus personnel, ou que ce soit dans ce qui concerne le vivre ensemble dans l'espace public. Il y a une chose qui m'apparaît comme une fracture assez importante, qui est la manière dont est enseignée la philosophie. Alors, l'idée, c'est que je pense qu'il faut mettre en relation croyance, système de croyance, et donc religion, philosophie et aspect individuel et question du vivre ensemble. Dans une société laïque, où on évacue de l'école la question de la croyance et de la foi. Finalement, l'enseignement moral, entre guillemets, les guide pour soi, c'est-à-dire quand un élève va en cours, est-ce qu'il peut trouver des réponses aux questions qui se posent dans la vie? Globalement, très clairement, il va les trouver dans ses cours de lettres et dans ses cours de philo. L'idée, c'est que pourtant, la philosophie à l'école n'est pas une école de philosophie, c'est deux domaines distincts. Les Grecs avaient des écoles de philosophie qui revenaient finalement à un système de croyances, je caricature évidemment, mais à un système de croyances bien ficelé qui était censé répondre aux questions qu'on se posait au quotidien. Donc ça faisait système. Les cours de philosophie proposent un espèce de panorama. Après, évidemment, ça dépend de l'enseignant, etc., donc plus ou moins approfondi, mais l'idée est quand même de faire une histoire des idées, beaucoup plus qu'une plongée dans les idées pour les faire adopter comme croyances, ou que chacun y trouve ses croyances propres, notamment en une année de philo, où je ne sais pas si elle est menacée d'être encore réduite, mais disons que les sciences humaines sont souvent menacées de ça. Donc concrètement, avoir de la philosophie à l'école, ça n'est pas avoir une école de philosophie qui conduit à donner à son public, aux personnes qu'on a en face de soi, des réponses sur leur vie et sur le vivre ensemble, avec les questions qu'il peut soulever à l'heure actuelle. Le problème, c'est que les hommes ne se sont pas arrêtés d'avoir des problèmes au moment où on a évacué la morale, la religion, la foi, des foyers français et du système scolaire. Je ne dis pas encore une fois que ça apportait des réponses à tout, mais ça pouvait créer un sentiment de sécurité, après qu'il fallait dépasser par une crise de foi au double sens du terme. Donc c'était pas mieux, mais en tout cas là ça nous fait vraiment mesurer un vide abyssal, en tout cas. À part la cuisine familiale, des croyances personnelles des parents, il n'y a pas grand-chose. Il y a les portes ouvertes par les profs de sciences humaines, et dans le secondaire, elles sont peu nombreuses. Et après, il faut faire des études très poussées. Évidemment, on comprend qu'il y a eu une ouverture vers ça à l'époque du plein emploi, pendant les 30 Glorieuses. D'accord ? Vous regardez un truc très simple. Si certains fréquentent les facs de lettres, est-ce qu'elles sont belles? Non. Pourquoi? Parce qu'elles ont été construites dans les années 70. Pourquoi? Parce qu'il y avait le plein emploi, et donc on avait le temps de se poser un peu des questions sur soi, sur prendre le temps de faire des études, être diplômé, docteur S-lettres, etc., etc. Quand vous prenez dans la tête la crise de 2007, papa et maman s'inquiètent de quoi? De savoir si vos études vous donneront un débouché sur un métier. Il y a quand même une demande extrêmement forte et un vide abyssal face à nos vies affectives. La preuve, c'est qu'on peut sortir d'une grande école, je sais pas, je pense à une filière qui est l'École nationale de la magistrature, ou l'ENA, etc., qui fait des grands politiciens, ou des grands magistrats, ou des grands juges, etc. Et on peut être un grand juge et un gros abruti. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir une pratique du métier parfaite et avoir une absence de savoir-vivre. Je vous demande de réfléchir à ces mots. Savoir-vivre. On n'a rien pour nous guider à savoir-vivre, nulle part, sans les cursus payants appelés développement personnel.
Et la démarche de beaucoup, quand ils cherchent dans quelque chose qui s'appelle développement personnel, c'est de dire, bon, bah voilà, je m'en sors pas dans ma vie, concrètement, je me pose plein de questions, j'ai un boulot, mais je l'aime pas, j'ai un mari que j'arrive pas à quitter, c'est pas de moi que je parle, hein. Moi j'adore mon boulot et j'adore mon mari, je le dis parce que je me filme en même temps, je vais avoir des soucis à la maison. Donc, mais on se dit tous des choses comme ça. Enfin, moi j'ai arrêté pendant 2 ans mon boulot à la fac de lettres parce que j'arrivais pas à transformer ma thèse en un métier qui me plaisait. Donc on connaît tous des crises comme ça dans notre vie, il y a des moments où on tombe malade, ça fout en l'air nos projets, bon, voilà, donc il y a et on n'a pas de réponse à ça, et les gens qui vont vers le self-development, en fait, manifestent ce doute-là. Alors je pense déjà, là je donne une piste, on en parlera à Sanary chez Jean-Michel, plus spécifiquement sur l'école, mais en tout cas, voilà, ça interroge notre système scolaire, et la question cruciale qui se pose, c'est à partir du moment où la famille est le lieu de la cuisine familiale, on se transmet des croyances, on se transmet ça, en quoi l'école permet-elle de faire un complément ou une alternative à ça? Et dans les domaines des grandes questions qu'on se pose, ou les questions du vivre ensemble, l'école le fait très peu. Et en fait, moi, mon grand cheval de bataille, c'est de dire que l'école pourrait faire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que dans les domaines des sciences humaines qui commencent à donner des réponses, qu'est-ce que l'homme? L'anthropologie, etc., etc. L'ethnologie. Je précise que Germaine Tillon, qui a été mise au Panthéon l'année dernière, était anthropologue et qu'elle a eu un rôle politique majeur dans la crise algérienne, enfin dans la guerre d'Algérie concrètement, ce qu'on appelle maintenant la guerre d'Algérie. Donc elle c'était pas une grande politicienne. Donc il y a des réponses dans les sciences humaines au vivre ensemble. C'est quand même elle. Je vous rappelle que Germaine Tillon, bon après j'arrête avec mes exemples, mais je vous rappelle que Germaine Tillon est allée voir un des chefs du FLN en personne pour lui parler. Germaine Tillon fait 1m50, c'était une femme dans l'Algérie de l'époque. Elle est allée le voir de visu pour lui dire « Vous êtes des ennemis complémentaires », c'est le titre de son ouvrage. « Si vous continuez les attentats, ça engendre la perpétuation de la torture. Moins vous ferez d'attentats, moins il y aura de torture. » Et c'est elle qui a obtenu le plus grand nombre de résultats concrets en ce sens. Donc, les sciences humaines permettent quand même de réfléchir à l'aspect humain du vivre ensemble, quand même de manière considérable, ne serait-ce que dans les rapports interpersonnels. Je sais pas, il y a des trucs tellement simples comme, je sais pas, l'étude de la communication non violente. D'accord, ça a pignon sur rue, c'est admis, c'est un truc qu'on vous apprend en premier si vous faites une psychanalyse, on vous en parle, etc., etc. Et à l'école, est-ce que ça ferait du mal aux enfants d'apprendre les enjeux d'une communication non violente? Comment changer son vocabulaire pour apaiser les rapports sociaux? Qu'est-ce que ça ferait de mal? Je donne un deuxième angle et après je passe la question de l'école, mais il y a quand même un truc qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il n'y a aucun espace émotionnel dans la vie scolaire et je pense que les gamins en étouffent. Parce que ça donne une responsabilité énorme aux parents. Une très belle responsabilité, je suis parent moi-même, mais une responsabilité énorme parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité, alors on va les pousser à s'ouvrir, etc. Mais on a toujours peur qu'ils trempent dans une secte, qu'ils soient récupérés par un tel, les enjeux autour de la radicalisation islamiste, aujourd'hui, touchent des ados qui, s'ils avaient un petit peu plus d'adultes autour d'eux, ce que font les profs en banlieue est complètement exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez suivi l'après Charlie Hebdo. Les médias ont été minables, les politiques ont été minables, les intellectuels ont été discutables. Et à côté de ça, en banlieue, vous aviez les gars qui récupéraient les gamins qui disaient, bien fait pour leur gueule, ils se sont fait déglinguer, ils avaient qu'à pas caricaturer le prophète. Et ils disaient, bon, on va reprendre calmement. Et ils disaient, voilà, alors oui, caricaturer le prophète, voilà, la liberté implique de froisser des sensibilités. Ils ont fait ce travail-là. Ils ont fait ce travail-là. Bon. Et c'est un travail qu'on leur a demandé au pied levé. Donc c'est bien qu'il y a la place et la demande pour ça. Bon. Je vous donne une idée très simple qu'on pourrait introduire à l'école. Programme de réforme 2030. Donc, une idée très simple. Par exemple, en Suisse, où ils sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit que nous sur ces questions-là, ils ont à l'université de Genève un pôle des études émotionnelles. Et dedans, ils ont élaboré un test qui s'appelle le MERT, M-E-R-T. Donc, qui est M, je sais pas, c'est un mot, je dois l'avoir là-dedans, mais je sais plus. Mais en fait, c'est les initiales à l'envers, test de reconnaissance émotionnelle. Donc comme ça en anglais, ça doit être Emotional Recognition Test, quelque chose comme ça. Et donc c'est un test de reconnaissance émotionnelle. C'est-à-dire que concrètement, moi je l'ai fait, ça dure 1 heure. Et en fait, on vous montre des personnes qui parlent une langue inventée, en fait, pour que vous n'ayez pas de contenu linguistique, et qui expriment une émotion. Et vous avez des réponses à cocher.
est-ce que cette personne exprime la colère, la jalousie, le désespoir, le désarroi? Donc vous avez plein de nuances et vous devez dire qu'est-ce que vous pensez que cette personne ressent. Et le truc, c'est qu'on vous le fait avec le son et l'image, et après, on vous met d'autres images où vous n'avez que l'expression faciale et d'autres moments où vous n'avez que le son émis par la personne. Et du coup, ça vous permet de faire un bilan qui n'est pas un bilan de capacité, mais qui vous montre à quoi vous réagissez le plus. Et c'est vachement important parce que si vous savez que vous êtes extrêmement sensible au son, et que quand vous voyez quelqu'un crier, quand vous entendez quelqu'un crier, vous partez en courant, c'est votre réflexe. Vous allez pouvoir apprendre à faire autrement, à compenser vos émotions ou à prendre conscience de votre interprétation émotionnelle d'autrui. Ça, c'est que du plus pour le vivre ensemble. Ça ne transgresse aucun principe de laïcité. Vous voyez ? Aucun principe de morale qui irait trop loin par rapport à l'éducation parentale, rien.